Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un chercheur au CNRS, sociologue passionné par la culture, qui découvre la Silicon Valley alors qu'il est censé mener une enquête sur l'arrivée de Netflix dans le cinéma. Et finalement, c'est le choc, c'est tout un écosystème qui l'interpelle. 7 ans d'enquête qui ont mené à la rédaction d'un livre, La Tech, tout simplement. La Tech, on en parle, c'est vraiment notre grand sujet aujourd'hui dans Smart Tech avec mon invité spécial, Olivier Alexandre. Deuxième partie de Smart Tech, on s'intéressera au monde du livre avec notre grand rendez-vous sur l'open source, le logiciel libre. On parlera de ces textes de règlements européens qui arrivent et qui vont faire du mal au logiciel libre. On verra pourquoi. Et on s'intéressera aussi à des initiatives très positives avec des data centers en bois ou comment les projets open source matériels peuvent être durables. On terminera cette édition avec notre chronique Où va le web? Regard vers le futur. Mais tout de suite, donc, entretien avec Olivier Alexandre du CNRS. La tech, quand la Silicon Valley refait le monde ou comment la Silicon Valley entretient son monopole. Olivier Alexandre, merci beaucoup. Vous m'avez offert ce livre avec une jolie dédicace. Merci d'être avec nous dans Smart Tech. Vous êtes docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, chercheur au CNRS, un sociologue donc passionné de culture, je le disais dans le sommaire, spécialisé plus précisément sur les sujets de cinéma. Et vous avez l'opportunité de réaliser une enquête sur l'arrivée de Netflix dans ce secteur. Et finalement, vous vous retrouvez face à un mur en Silicon Valley. Très difficile finalement de pousser ces portes de ces géants du numérique. Vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez l'impression finalement de faux semblants, j'imagine, en Silicon Valley, c'est-à-dire d'un monde qui semble très ouvert, très accueillant et qui finalement ne l'est pas du tout. Et là, vous décidez d'entreprendre finalement une sociologie de la région, de la Silicon Valley. Vous étudiez ses modes de travail, ses lieux, mais aussi son état d'esprit. La Tech, c'est un livre paru chez Seuil le 24 mars dernier. Donc c'est le résultat d'une enquête de 7 ans. Est-ce que vous en êtes sorti de cette Silicon Valley désenchanté ou omnibulé ? Je n'étais pas vraiment enchanté parce que je n'étais pas un tech enthousiaste comme on dit là-bas. J'avais un rapport assez distant en fait à la tech et comme vous l'avez dit, moi j'étais plutôt un spécialiste du cinéma, de la culture, pas tant parce que j'étais passionné mais parce que c'était vraiment mes objets d'études. Et comme beaucoup, j'ai pu voir tout au long des années 2000 et puis 2010 des acteurs, des opérateurs venus du nord de la Californie et commencer à attirer, capter des segments de profitabilité des industries culturelles en premier. Il faut s'en rappeler, ça a commencé avec la musique au début à la fin des années 90. Et puis jusqu'à effectivement le Ça a cinéma, commencé par des confrontations finalement. Ça a commencé avec des rivalités très fortes et qui sont toujours assez prégnantes en fait dans la Silicon Valley avec des rapports d'amour-haine assez fortes. Jeff Bezos s'est installé à Hollywood. Elon Musk a des rapports aussi de voisinage avec Los Angeles. Mais à l'origine, c'est plutôt une rivalité, effectivement. Et Netflix n'a pas été accueilli d'un bon oeil par l'industrie du cinéma en France, dans beaucoup de pays, mais aussi aux États-Unis. Mais rapidement, je me suis aperçu que ça serait compliqué d'enquêter Netflix pour tout un tas de raisons. Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis la France, la Silicon Valley, c'est une sorte de village. En fait, quand on y est, c'est assez grand, c'est assez complexe d'y circuler. C'est un espace qui est fait pour la voiture. Et en l'occurrence, Netflix, c'est plutôt une entreprise d'ancienne génération. C'est une entreprise qui est fondée à la fin des années 90, donc vraiment la génération Internet, comparée à dans un univers qui est vraiment très, très... Oui, au départ, c'était de la distribution de DVD. Exactement, Netflix, exactement, qu'ils ont arrêté très récemment, en fait. Et donc, c'est une entreprise d'ancienne génération, et comme beaucoup d'entreprises d'ancienne génération, elle est basée tout au sud de la Silicon Valley, à Los Gatos. Donc, ça ne doit pas beaucoup parler, c'est la banlieue de San José, qui est en fait la grande ville, historiquement, de la Silicon Valley et dans la Silicon Valley. Et pour donner une image, un élément de comparaison, c'est un peu comme si c'était l'Île-de-France, quoi. Ouais. Donc, imaginez, si vous êtes basé à Paris, par exemple, faire tous les jours, aller essayer d'enquêter à Palaiseau, vous allez un peu souffrir. Donc ça, c'est le premier point. Et puis aussi, je me suis aperçu aussi rapidement qu'effectivement, la Silicon Valley, c'était un univers à double visage, à la fois très souriant, très ouvert, où on peut rencontrer des gens, on peut les croiser même, y compris dans la rue à San Francisco, passer devant la maison de Mark Zuckerberg sans qu'il y ait des bus de touristes qui viennent photographier. Donc il y a cette dimension d'accessibilité qui est assez charmante, notamment quand on vient de pays où il y a la lourdeur de l'héritage, des grandes familles, des grandes écoles, des phénomènes de reproduction, de cases, de barrières à l'entrée qui sont très très lourdes. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Il faut aussi rappeler que la Silicon Valley, c'est la moitié d'étrangers, de gens qui sont nés dans un autre pays. Donc il y a cette dimension cosmopolite. Principalement, les gens viennent d'Europe,
d'Asie, d'Inde et de Chine. Donc des pays qui sont marqués vraiment par une classification sociale, une hiérarchie sociale très forte. Dans la Silicon Valley, on a l'impression que non. Et en même temps, quand on y passe un peu et plus... finalement, quand on veut vraiment passer la porte, là, ça devient difficile. Oui, effectivement, Elon Musk ne va pas vous inviter tout de suite chez lui à prendre Bon, en même temps, c'est pas ce qu'on imagine non plus. Non, mais ça, je veux dire, ça pourrait vraiment, c'est-à-dire que c'est un univers qui est marqué par la jeunesse. Voilà, et moi, quand j'y étais, quand j'y ai passé beaucoup de temps, on parlait beaucoup d'Uber, Airbnb, qui étaient des sociétés créées par des gens qui avaient mon âge, voire qui étaient un peu plus âgés, donc une trentaine d'années. Des gens qui sont issus d'un... Oui, puis on a vu Travis prendre des vidéos de lui dans ses taxis. Oui, effectivement, en fait, ça semble très accessible. C'est un univers qui se présente comme assez universaliste, en fait, assez démocratique. En réalité, c'est assez marqué par une catégorie sociale qui est les classes supérieures, classes intellectuelles supérieures en gros. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple le fondateur de Facebook, son père est dentiste, le fondateur de Airbnb, sa mère est social worker, est travailleur social, Travis Kalanick, le fondateur de Uber, son père est ingénieur civil. Donc c'est ce type de catégorie sociale qui, en l'espace de quelques années, quand même, est arrivé à un niveau de reconnaissance et d'enrichissement très élevé, qui conserve une culture jeune. Et tout est très bordé en termes de communication. Nous, on le voit aussi en tant que journaliste dans ce secteur. Toute la communication est hyper contrôlée. Vous parlez de la Silicon Valley comme d'un fast space, un lieu où tout va très très vite. Un lieu où tout va très vite, un lieu où, en fait, où les interactions, les rencontres sont organisées pour que ça aille vite. Et aussi pour développer, pour anticiper la prochaine grande vague. C'est vraiment un gimmick de la Silicon Valley technologique. Donc, ce qui fait que les choses ne sont pas tournées vers l'histoire, un peu comme c'est dans beaucoup de villes européennes ou comme à Paris, il suffit de se balader dans la rue pour être marqué par tout un patrimoine. Dans la Silicon Valley, c'est vraiment vers le futur qu'on s'oriente. Et d'ailleurs, la comparaison avec l'architecture, elle n'est pas complètement erronée, parce qu'on est souvent dans des enseignes de marque où on peut acheter un café pas trop cher et une salade pas trop chère. C'est pas vraiment une culture de la distinction. Par contre, c'est une culture du travail et c'est une culture de la recherche, de l'innovation au sens de la prochaine grande tendance et s'interroger toujours sur ce que cette grande tendance va faire en fait. D'une certaine façon, aujourd'hui, les gens sont un peu captés, omnubilés par l'IA, les IA génératives. Je pense qu'aujourd'hui, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de gens plutôt qui s'interrogent sur la manière dont les IA vont impacter tout un tas de marchés et du coup, comment ils vont pouvoir s'insérer dans ces nouveaux espaces qui vont être créés. Donc c'est toujours cette mentalité d'anticipation, d'opportunisme d'une certaine façon. Et pourtant, on est face quand même, quand on parle des GAFAM, on est face à des très grandes entreprises, des groupes solides depuis des années. Et donc il y a cette impression quand même de stabilité. Des années, c'est souvent des entreprises vingtenaires en fait. Ce qui à l'échelle du capitalisme américain est très récent. C'est vrai. Où c'est plutôt une économie où les grandes entreprises ont plus de 100 ans, que ce soit la banque, l'énergie, etc. Et en plus, c'est des entreprises qui sont vraiment obnubilées ou hantées d'une certaine façon par une grande peur, c'est celle de la relégation, qui est vraiment une obsession dans la Silicon Valley. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est ce danger du gigantisme dont on est souvent menacé quand on enquête cet univers, c'est d'être vraiment focalisé sur 5-6 noms propres de grands entrepreneurs ou 5-6 grandes entreprises, alors qu'en fait c'est un écosystème. La Silicon Valley, c'est entre 10 000 et 15 000 entreprises où les interactions entre les grands et les petits sont incessantes. Pour donner un seul exemple, Google fait une acquisition quasiment depuis sa création chaque semaine. Et c'est d'ailleurs un des ressorts de l'innovation pour les grandes entreprises qui savent qu'elles sont menacées par des dangers de bureaucratisation, ce qui est vraiment aussi la grande peur dans la Silicon Valley. Un des ressorts pour contrer cet effet de bureaucratisation, c'est d'aller chercher des nouveaux talents, c'est d'aller chercher des petites structures et les intégrer pour alimenter une forme de dynamisme. Alors, vous tentez une définition de la tech comme d'un point de vue d'un sociologue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est quoi la tech aujourd'hui ? Oui, c'est pas si facile parce qu'effectivement, en fait, la Silicon Valley... non, d'ailleurs, c'est un ouvrage assez conséquent. Oui, j'ai essayé que ça soit relativement lisible quand même. Ça l'est, je vous rassure. En fait, la Silicon Valley... s'intéresse pas trop à la sociologie et paradoxalement la sociologie s'est pas trop intéressée non plus à la Silicon Valley au sens où il n'y a pas énormément de travaux en fait un peu globaux pour essayer de décrire cet univers.
Et un des grands défis, en fait, notamment quand on vient d'Europe, c'est de comprendre le changement et d'arriver à décrire dans un livre, qui est plutôt un objet fixe et figé pour un certain nombre d'années, de décrire en fait un fonctionnement qui bouge tout le temps. Et ça, c'est un vrai défi. Et en l'occurrence, ce que j'ai essayé de dire, c'est de trouver tout un tas d'éléments pour illustrer la manière dont cette organisation est orientée vers le changement. Et ça passe aussi bien par les organisations, ça passe aussi bien par le travail que la mentalité et la culture. Et alors, vous parlez des acteurs de la Silicon Valley comme de joueurs. Effectivement. Alors, joueur, c'est une notion qui est très utilisée en économie, qu'il est un peu moins en sociologie. En l'occurrence, ce que j'essayais d'illustrer, c'est la manière dont le jeu, d'une certaine façon, un état d'esprit dans la Silicon Valley, une projection. C'est-à-dire qu'on voit le monde, dans la Silicon Valley, on a tendance à voir le monde comme un jeu, où il s'agit de s'emparer de blocs, à la fois technologiques, mais aussi organisationnels, d'entreprises, politiques aussi, et de jouer avec ces différents éléments pour créer quelque chose de nouveau. Et du coup, on devient à la fois joueur et puis maître des règles du jeu, voire inventeur d'un nouveau jeu, ce qui est vraiment le grand objectif dans la Silicon Valley. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un espace quand même assez large, une population assez diverse, de près de 3 millions de personnes sur 9 millions d'habitants. Donc c'est vraiment énorme, la densité, la concentration des gens qui travaillent dans la tech, qui sont associés à ce secteur, mais en même temps les superstars de la tech, les décideurs de la tech, les gens qui ont une grande visibilité dans la tech, c'est 3000 personnes. Donc voilà, ça reste un univers quand même relativement hiérarchique. Et est-ce que dans ce jeu, il y a l'idée de se prendre pour les maîtres du monde ? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, enfin, en tout cas, vous déroulez. On a vu cette semaine Elon Musk invité au château de Versailles, et il me semblait qu'on lui faisait plutôt la cour que le sens inverse. Donc, j'ai envie de dire que les actes vous déroulez ce fil, en tout cas, du monde meilleur que la Silicon Valley souhaite créer. Alors, avec quel niveau de sincérité et quel niveau de réussite? Parce que vous me dites à la fin du livre, je révèle un petit peu, mais à la fin du livre, vous me dites finalement la Silicon Valley a autant réussi que raté sa cible. Bon, maître du monde, d'habitude, c'est une expression qui est utilisée pour les dirigeants politiques. Et je parle au masculin parce que c'était souvent des hommes. Et dans la Silicon Valley, c'est aussi souvent des hommes. Et de fait, la Silicon Valley, en fait, ce qui s'est passé dans ce petit coin de terre depuis 100 ans, en fait, c'est une longue histoire, c'est de créer un autre rapport à la politique qui passe par les technologies. Et ce rapport qui était plutôt confiné, d'une certaine façon, est devenu hégémonique, puisque aujourd'hui, la moitié de la planète est sous pavillon et utilise des solutions de la Silicon Valley. Donc, d'une certaine façon, pratiquement, les entrepreneurs de la Silicon Valley ont un poids politique. Alors, pourquoi ils ont formidablement réussi et pratiquement échoué? Précisément parce que, en fait, la Silicon Valley, historiquement, et à travers les différentes vagues d'innovation, a été centré sur une grande problématique, et celle de la communication et de l'information. Et de ce point de vue-là, ils ont formidablement réussi, puisqu'ils ont solutionné et résolu des problèmes techniques extrêmement complexes en sophistiquant à chaque fois les solutions et en s'adaptant à chaque fois à ces problématiques-là. Si bien qu'ils ont conquis d'une certaine façon la moitié des cœurs de la planète. Donc ça, c'est une réussite. L'échec, c'est que ils n'ont pas toujours travaillé sur d'autres préoccupations et d'autres questions liées aux technologies, liées aux innovations. Et autant la question de la communication était une grande question du XXe siècle, autant on peut se demander si ça sera la question du XXIe siècle ou s'il n'y a pas d'autres défis, notamment environnementaux. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la Silicon Valley est régie vraiment par une cellule politique qui est l'entreprise, mais qui se vit comme une cellule politique. Le problème de ces cellules politiques, c'est qu'elles sont relativement monomaniaques et qu'elles visent une seule problématique, un seul domaine de spécialisation, et qu'elles, par définition, elles ne couvrent pas l'ensemble des problématiques, on dit régaliennes, mais disons transversales ou publiques. Et du coup, il y a un jeu, une inversion ou une sorte de schizophrénie pour ces entreprises de la Silicon Valley qui est très visible quand on est là-bas, de les voir se positionner sur des problématiques historiquement attachées à la force publique et avoir bien du mal à y répondre pour l'ensemble de la population. Ils arrivent à y répondre pour leurs salariés, mais très peu pour l'ensemble de la population. Alors, c'est quand même, vous dites, bon, clairement c'est un modèle, les politiques y vont pour voir comment ça fonctionne, les entrepreneurs y vont pour réussir aussi bien qu'en Silicon Valley, mais vous dites c'est un modèle aujourd'hui qui a un coût impressionnant, un coût énorme.
Il a un coût démocratique, un coût social, un coût environnemental et même un coût économique. Bien sûr, il a un coût économique assez grand. Là, on parle beaucoup de ChatGPT, d'OpenAI. Sam Altman disait que probablement, ça serait l'organisation la plus gourmande en venture capital. Il parlait de lever éventuellement 100 milliards. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. C'est la totalité aux plus hautes années du venture capital aux États-Unis. Et du coup, c'est autant d'argent qu'on ne dépense pas ailleurs. Il y a un autre grand exemple, c'est celui d'Elizabeth Holmes et Theranos, qui a capté 2 milliards. C'est extrêmement conséquent pour un résultat très très minime en fait. Donc c'est un vrai coût économique. Au-delà de l'efficace et de la magie un peu, mais au sens de la magie, à la fois on y croit et puis on n'y croit pas. Et je pense que tout le monde est un peu dans ce paradoxe avec la tech, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de limites, que parfois même les solutions ne marchent pas vraiment, qu'elles sont buggées, mais en même temps on a envie d'y croire parce que c'est fun, parce que ça incarne l'avenir, parce qu'il y a des gens qui y réussissent, donc on a envie d'y aller. Sur cette croyance quand même de changer le monde, aujourd'hui ça s'effrite, j'imagine, un petit peu au cœur de la Silicon Valley, parce que on entend des voix dissidentes qui nous parlent des problèmes d'éthique, qui nous parlent des problèmes du temps après lequel on court, qui nous parlent des données personnelles. Est-ce que cette croyance, elle perdure pour autant ? On va réussir à changer le monde pour aller vers un monde meilleur. Non, mais effectivement... Déjà, ça c'est un peu une formule magique dans la Silicon Valley. Et je pense qu'il faut l'entendre au sens de la Silicon Valley, c'est-à-dire quand ils disent on veut changer le monde, ça veut dire on veut changer le marché. Parce que leur préoccupation, c'est créer un marché, disrupter un marché. Et donc, ce n'est pas vraiment le monde. Donc, c'est déjà une formule un peu... Même si, quand même, dans les keynotes, c'est l'accès à l'information. C'est toujours très universel. Mais vous aurez aussi noté que en fait, c'est un système qui repose sur, à un moment, une capitalisation et l'entrée sur un marché, que ce soit celle de l'entreprise ou le dégagement de profits ou des entrées en bourse. Voilà, il y a un moment où c'est capitalisé. Et sinon, on fait de la philanthropie, qui est une façon de faire de la politique par d'autres moyens. Et effectivement, pour répondre à votre question, la Silicon Valley elle a vécu tout un tas de crises morales ces dernières années. Cambridge Analytica, les problèmes la formule me vient en anglais, de sexisme et d'agression sexuelle chez Uber, chez Google, l'élection de Donald Trump, qui a été un vrai choc pour beaucoup de gens dans la Silicon Valley qui pensaient qu'ils participaient à la diffusion d'une meilleure information et qui ont été longtemps dans le déni de ce point de vue-là. Aujourd'hui, nouvelle panique morale avec l'intelligence artificielle, des démissions au siège social de Google. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à sortir de leur système de pensée, c'est-à-dire que bien souvent, ils voient les seules solutions aux problèmes technologiques par le développement de nouvelles technologies. Oui. Et ce qui, de ce fait, tourne un peu en rond, quoi. Et ils ont beaucoup de mal, effectivement, à sortir de ce qu'on appelle le techno-solutionnisme ou le techno-messianisme. Donc ça perdure en Silicon Valley. Il y a aussi, au départ, vous posez cette question... effectivement, assez étonnante, c'est pourquoi ça se passe là-bas ? Pourquoi en Silicon Valley ? Vous étudiez cette question du lieu, de l'espace. Oui, très étonnant, très étonnant. Et encore aujourd'hui, San Francisco, c'est la ville la 18e, la mieux connectée au monde en termes de Internet. Je veux dire, bien plus loin que Francfort, que Londres, que Paris, que Singapour. Et de même c'est plutôt mal desservi, assez excentré. C'est mal desservi, c'est loin de tout. Ouais. C'est loin de l'Europe, c'est loin de l'Asie. Même en Californie, en fait, c'est très compliqué pour faire Los Angeles, San Francisco si on ne prend pas l'avion. Donc c'est vraiment isolé. Et paradoxalement, c'est devenu un peu la force en fait cet isolement parce que ils se sont très vite dès les années 1910 en fait intéressés à des questions de communication, à comment résoudre des problèmes de distance à travers les technologies. Et dès 1910, je le disais, il y a des clubs d'amateurs de radio autour de la radio qui sont à la fois des ingénieurs, des amateurs, et cette tradition de l'ingénieur amateur en fait elle va perdurer jusqu'à aujourd'hui en passant par les grands moments de l'histoire de la Silicon Valley, Apple, Google, etc. Alors, vous terminez aussi votre ouvrage sur des pistes de réflexion pour comment réaligner finalement la tech avec son ambition d'un monde meilleur. Qu'en est-il des menaces sur le marché, pour le coup, du côté de l'Asie, des menaces de la Chine ? Moi, ce dont j'étais assez frappé quand même durant cette enquête, plus que les menaces, c'est vraiment les relations en fait très fortes entre la Silicon Valley et la Chine.
À Stanford, j'ai passé beaucoup de temps dans le département d'informatique, où, je ne veux pas dire de bêtises, mais la moitié des étudiants étaient d'origine chinoise, soit directement, soit à une ou deux générations. Du coup, les parents chinois étaient quand même des pourvoyeurs assez importants en termes de financement de l'université de Stanford. La communauté chinoise dans la Silicon Valley est la plus ancienne, à la fois dans la région, c'est le premier Chinatown, il est à San Francisco, en fait, dès le 19e siècle, mais aussi dans la tech. C'est aussi le plus structuré, c'est le plus important, c'est le plus nombreux, c'est le plus capitalisé. Et on retrouve aussi des grandes entreprises de la tech qui font régulièrement des investissements dans des entreprises de la Silicon Valley. Donc, en fait, il y a plus une interaction, une histoire commune. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la Silicon Valley, qui repartent dans le pays ensuite, soit à Taïwan, soit en Chine et anciennement à Hong Kong, et qui font vivre ces échanges. Après, la question, c'est celle du durcissement des relations politiques entre les États-Unis et la Chine. C'est la question de Taïwan qui est vraiment un enjeu crucial par rapport aux micropuces et aux transistors. C'est la question aussi de la pénétration du marché chinois par des entreprises de la Silicon Valley. C'est vraiment une marotte. On a vu Google qui s'est cassé les dents, Uber qui s'est cassé les dents, LinkedIn qui vient de fermer ses bureaux en Chine. Donc ça reste une vraie problématique, effectivement, et une vraie limite dans cette géopolitique de la tech. Bon, c'est un paradoxe de plus, et il y en a beaucoup dans cette Silicon Valley. Je conseille vraiment la lecture de cet ouvrage si on veut comprendre comment fonctionne le cœur du réacteur de la tech, l'épicentre de la tech. Ça se passe en Silicon Valley, et dans ce livre, on découvre vraiment les mécanismes de cet écosystème. Merci beaucoup, Olivier Alexandre, donc chercheur au CNRS, auteur de La Tech quand la Silicon Valley refait le monde, paru chez Seuil le 24 mars dernier. Merci encore d'avoir été avec nous. On se retrouve après une petite pause. On va s'intéresser au monde du logiciel libre. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour cette deuxième partie de l'émission. C'est notre grand rendez-vous avec le monde du libre. Rendez-vous régulier assuré par Jean-Paul Smets. Merci beaucoup Jean-Paul, PDG de RapidSpace. Et aujourd'hui, tu es venu, Jean-Paul, avec François Tournessac, qui est le cofondateur de Impléon, impliqué dans un projet dont on va parler, Wooden Data Center, un projet donc de data center en bois, comme le titre de cette séquence l'indique. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec des actualités du monde du libre et Jean-Paul, et ensuite on s'intéressera à votre projet. Alors Jean-Paul, deux grandes actus. Donc la première, qui contracte, j'ai envie de dire, le monde du libre, c'est l'arrivée de nouveaux textes, de lois, des règlements qui instituent des mécanismes qui vont pénaliser directement les logiciels libres en Europe. Et l'autre, la seconde plus positive, eh bien, c'est ton voyage à Prague qui t'a permis de découvrir ces initiatives dans le libre du côté des matériels durables. On va commencer donc avec cette accumulation de lois qui vont contre, tu nous dis, le logiciel libre, en tout cas largement compliquer la vie de cet écosystème. Qu'est-ce qui se passe là, Jean-Paul ? En fait, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que quand on va à Prague, on voit des choses extraordinaires. Ouais. Il y a un foisonnement de création, et le libre, c'est des entreprises qui travaillent avec des entreprises et qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a une autonomie numérique complète en Europe. C'est génial. Puis après, on rentre et on voit un texte de Thierry Breton qui a été validé par le Parlement le 9 mai 2023 sur la Parlement européen. Oui, la régulation de l'intelligence artificielle. Et que propose ce texte ? D'interdire la publication de certains logiciels libres. C'est-à-dire, l'article 28B dit que tout créateur d'un modèle de fondation pour l'intelligence artificielle, y compris fourni sous forme de logiciel libre, avant de le publier, doit se soumettre à une batterie de tests. Alors, déjà, c'est bizarre, parce que les logiciels libres, on commence par les publier pour les développer ensemble. Ça se pose un premier gros problème. Et on ne va pas d'abord demander la permission de travailler ensemble. Et le résultat, on ne le connaît qu'après avoir travaillé ensemble. Mais là, on nous demande de prévoir le résultat d'un travail qui n'a pas été fait avant de publier le logiciel. Et il faut vérifier que ça protège la démocratie, qu'il n'y a pas de biais dans les informations, que ça ne va pas consommer trop de gaz à effet de serre, ni trop de matériaux, qu'on a des mécanismes d'assurance qualité pour tracer du début à la fin du développement du logiciel la conformité avec toutes les lois européennes, que c'est bien dans le registre européen de l'IA, que ça respecte les règles de transparence, que les textes qui en génèrent des textes ne vont pas contredire des lois en matière de copyright ou d'autres lois européennes. Donc en fait, on demande à l'auteur du logiciel qui ne l'a pas encore développé, en fait, de cocher toutes les cases des bonnes intentions. Bref, on lui demande
de prouver l'impossible, ce qui coûte forcément très cher. Il n'est pas rémunéré. Donc moi, ce que je me dis, c'est une loi pareille avec ça, des projets comme Euleteria, on en avait parlé il y a 2 ans. Euleteria, c'est le OpenAI européen libre. Ça ne peut plus exister. Et donc moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la première fois qu'en Europe, on adopte une telle position qui va à l'encontre, finalement, du développement de logiciels libres ? En fait, c'est ça qui est inquiétant. Si c'était la première fois, on pourrait se dire... il y a quelques personnes qui n'ont pas compris et on peut leur expliquer. Mais c'est la 4e fois, en fait. Au moins. Donc avant, on a eu le Cyber Resilience Act, qui en fait date de septembre 2022, dont on a parlé plus récemment. On a vu des articles de la fondation Python. Et que dit le Cyber Resilience Act ? C'est que si vous publiez un logiciel libre et que ce logiciel libre contient une faille de sécurité, vous pouvez avoir une amende de 15 millions d'euros. Alors plus précisément, si vous êtes une entreprise qui publie un logiciel libre, comme Bosch peut le faire, mais comme de nombreuses entreprises, EDF publie des logiciels libres sur lesquels ils ne gagnent rien, mais qui servent en fait à alimenter les communautés de recherche sur des questions de conception assistée par ordinateur. Donc vous le publiez, il y a une faille de sécurité, mais ce qui est le pire, c'est que vous le publiez, quelqu'un d'autre l'utilise, en fait un produit commercial, le produit commercial est commercialisé, des gens l'utilisent, il y a une faille de sécurité. Celui qui est responsable de la faille de sécurité, c'est pas celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré. Non, pardon, c'est celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré, et non pas celui qui l'a embarqué dans un produit commercial et qui est rémunéré. Et donc, c'est extrêmement injuste. Et la seule chose qu'on propose aux auteurs de logiciels libres, c'est de dire mettez-le dans une fondation. 90% des fondations sont américaines. Donc, mettez-le quelque part qui va être soumis en fait au Foreign Intelligence Surveillance Act, aux lois extraterritoriales américaines. Donc, là, c'est pas... Le résultat concret, c'est pas qu'on va plus faire l'Eteria, mais c'est qu'en fait, tous les logiciels libres européens venant d'entreprises qui étaient publiés directement, si ces entreprises veulent ne pas subir les conséquences du CRA, il faut qu'elles le transmettent dans des fondations pour la plupart américaines. On perd alors de la souveraineté numérique. Et on a aussi en France des dispositifs équivalents. On a des choses du même genre, mais c'est pas fait exprès. C'est les conséquences de la façon dont ça a été fait. Donc, par exemple... Au lieu de parler de biens publics numériques, qui est le concept de partage du logiciel libre validé par les Nations Unies, la France promeut les communs numériques. Oui. Et les communs numériques, c'est la gouvernance et pas la licence. Donc dans les communs numériques, il y a des choses qui ne sont pas libres. Mais dans les communs numériques, si c'est fait par une entreprise, c'est exclu. Et donc, quand on voit les premiers textes sur les communs numériques qui ont été publiés... Or, il y a des entreprises derrière les logiciels libres. Oui, c'est ce qu'on explique régulièrement dans Smartech. La majorité des logiciels libres en Europe, c'est fait par des petites entreprises. Oui. Mais donc, ils ne sont pas dans les communs numériques. Et donc, la France promeut quelque chose qui, c'est pas que ça les exclut. Dans les faits, ça les exclut. Mais en faisant la promotion d'un certain type de gouvernance, on exclut en fait la majorité de la création. Et si on va plus loin, si on regarde le Secnum Cloud, vous regardez qui est Secnum Cloud aujourd'hui, quelles sont les technologies au cœur des offres Secnum Cloud, elles sont toutes propriétaires et américaines. Pourtant, on a des technologies libres de cloud, je l'avais nommé OpenSVC, Vates, Linbit, on en a plein en Europe et elles sont utilisées par les GAFAM. Mais elles ne sont pas dans les offres Secnum Cloud parce que, donc j'ai demandé à Alain Garnier qui en Parce que quoi alors, oui. J'ai demandé à Alain Garnier ce qui arrive. Vous prenez un logiciel propriétaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer un bout de papier, montrer le bout de papier à l'ANSSI. S'il y a ce qu'il faut dans le contrat, vous allez pouvoir passer la qualification. Mais si vous prenez du libre, on vous demande de vérifier chaque commit un par un pour s'assurer qu'il est conforme. Et comme la qualification, c'est chez vous et pas chez votre sous-traitant, si jamais vous sous-traitez, vous faites appel à la communauté, pour que la qualification vaille, il faudrait que vous demandiez à la communauté d'être elle-même qualifiée. Donc c'est tout un système qui fait que vous prenez un logiciel propriétaire, un bout de papier, vous prenez un logiciel libre, un processus infini, infaisable. Alors, quelles conséquences on peut imaginer justement à cette accumulation là, de contraintes, de nouvelles contraintes en Europe ? Vous mettez des lois qui coûtent très cher à mettre en œuvre et qui rapportent rien, en gros, les gens partent. C'est basique. Puis pour les créateurs, quand vous empêchez de créer, ils partent aussi. Ils vont se réfugier, c'est généralement des réfugiés politiques, on voit ça en Chine. Donc moi, le cas que je trouve le plus intéressant, c'est Yahoo Japan. Yahoo Japan, c'est le Google japonais. Yahoo Japan, c'est le moteur de recherche préféré des Japonais. Il n'est pas accessible en Europe.
pas parce que le gouvernement français ou l'Europe a censuré Yahoo Japan, mais parce que Yahoo Japan, pour ne pas avoir à payer les coûts qu'ils estiment très élevés du RGPD, parce qu'ils l'ont interprété de façon un peu perfectionniste à la lettre, comme peuvent faire les Japonais, mais ils ont tellement peur de ne pas le respecter qu'ils disent, pour quelques Japonais qui habitent en Europe, c'est plus simple, on bloque la Yahoo Japan, fini. Et donc, ça veut dire que si on veut faire du Yahoo Japan en Europe, il faut installer un VPN pour faire croire à son PC qu'on est au Japon. Donc ça ressemble vraiment à ce que je fais quand je vais en Chine, où je dois installer un VPN pour continuer à utiliser Google en Chine. Non, mais moi, ça me fait penser aussi à Google qui nous annonce que Bard ne sera pas disponible en Europe pour des raisons aussi de contraintes réglementaires, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ça veut dire par exemple que GitHub pourrait quitter l'Europe ? Alors on n'en est pas là, mais c'est un risque possible parce que ce qu'il faut voir, c'est que le type de loi qu'on est en train de faire passer en Europe, c'est exactement le même genre que ce qu'il y a eu en Chine il y a 10 ans. En Chine, c'est au nom de l'intérêt du peuple, c'est-à-dire du Parti communiste. En Europe, c'est au nom de l'intérêt de la démocratie, de l'information fiable et toute une série de choses, et souvent aussi de la protection des ayants droit. En fait, la protection des ayants droit conduit aux attaques les plus violentes sur les services en ligne. Donc les raisons ne sont pas les mêmes, mais les faits elles-mêmes. Et donc, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il n'y a pas GitHub. Il y a des services équivalents, et dedans, il y a beaucoup moins de choses. Donc on aura des équivalents avec beaucoup moins de choses. Il y a peu d'opérateurs de cloud en Chine. 3. Mais les équipes de l'opérateur ont accès à GitHub officiellement, parce que dans les réseaux des centres de R&D des opérateurs de cloud chinois, la loi chinoise ne s'applique pas, puisqu'il faut quand même donner l'accès aux technologies étrangères. Elle ne s'applique qu'aux PME. Donc en fait, ça conduit à un monde où vous êtes petit, vous êtes censuré, vous êtes gros, vous ne l'êtes pas. Et quand les gens en ont marre, ils partent. C'est pour ça que nous, par exemple... Mais alors, ils vont partir où ? Ces créateurs de logiciels libres. Mais ils allaient aux États-Unis ou en Europe. Nous, on a des développeurs chinois qui sont venus comme ça en Europe. Mais je ne sais pas trop où on va pouvoir aller maintenant parce que il y a de plus en plus de lois de ce type dans de plus en plus de pays. Moi, ce que je peux voir... le meilleur prédicteur, c'est la Chine. Donc, il faut se préparer à avoir des VPN. Oui. Ça, c'est sûr, parce que ça va devenir invivable en termes de blocage de services ici. Et puis, il faut commencer à essayer d'identifier des pays qui protègent la liberté de créer des logiciels libres. Bon, après, on peut aussi agir encore sur ces textes qui ne sont pas totalement j'espère, validés et finalisés. Allez, on passe à l'actualité positive, Jean-Paul. Oui. Conférence donc Open Compute à Prague. Génial, vous êtes revenu super enthousiaste sur toutes ces initiatives du monde du libre autour de la réduction de la consommation d'énergie. Et notre invité François Tournesac va pouvoir nous en parler. Oui, Jean-Paul ? Pourquoi c'est génial ? Parce que je suis allé à celle aux États-Unis, à San José, et à celle à Prague. Oui. Aux États-Unis, c'était ennuyeux. Il y avait pas de feeling. Il y avait que des ventes de produits. Enfin, c'était qui avait le plus de gigabits dans son switch ou son serveur, des choses comme ça. À Prague, c'était un déluge de création, toute orientée dans le sens de réduire l'énergie, réduire la matière, réduire la consommation. Il y avait quelque chose de fantastique. On voyait les valeurs européennes. Alors François, vous allez nous parler de ce projet de data center en bois, Wooden Data Center. Comment est-ce qu'on peut construire un data center en bois ? Moi, dès que Jean-Paul m'a parlé de ce projet, ça m'a fait penser à l'incendie chez OVH. Je me suis dit, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Alors l'incendie chez OVH, on va en parler, c'est intéressant parce que c'est un peu comme la cathédrale de Paris. En fait, quand il y a un incendie, il y a surtout les matériaux métalliques qui vont fondre en premier. Ouais. Et finalement, c'est eux qui vont être les plus sensibles à cette chaleur qui va se dégager aux environs de 1000 degrés, quoi. C'est assez faramineux. Et le bois, finalement, s'il est bien structuré, et il y a des innovations dans ce sens-là, il va être plus solide. Donc le feu, oui. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il y a un incendie dans un data center, de toute façon, on ne va pas s'attendre à retrouver forcément tout d'une façon identique, c'est évident. Maintenant, il existe quand même des systèmes de protection qui sont très, très intenses. OVH en avait, donc il a pu aussi bénéficier d'un certain nombre de restes. Il faut savoir qu'OVH, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont été chercher des anciens buildings, pour mettre leur data center. Et là, on comprend leur stratégie, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est qu'ils vont chercher, d'une certaine manière, les capacités à réduire leur carbone.
Alors, mais pourquoi le bois? Est-ce qu'on n'a pas d'autres options si on veut bâtir un data center net carbone? Alors le bois, finalement, c'est la partie négative du carbone. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on met du béton armé, on va toujours avoir du positif. Et finalement, on va vers cette ascension qu'on nous a dit, que le carbone était en pleine croissance et que finalement, ces gaz à effet de serre allaient influencer sur le climat, ce qui nous fait évidemment assez peur. Oui. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le béton, par exemple, fait une croissance de 150% finalement d'impact carbone sur les data centers, alors que si on le fait la même chose en bois, on va avoir un impact de moins 20%. Et je pense que c'est négatif qu'on va chercher aujourd'hui dans le monde, parce qu'on va essayer de changer le paradigme. Alors après, il reste quand même les serveurs qu'on met à l'intérieur. Alors les serveurs, on ne va pas les faire en bois. Eh oui. Parce Donc qu'il faut de la comment est-ce qu'on arrive à un bilan neutre pour ce data center? Donc dans les data centers, on parle de PUE. Ouais. Donc c'est le mot. Et finalement, ce PUE, il a pris en compte l'ensemble des coûts carbone du fournisseur de data center. Et donc, on va s'intéresser donc de sa fabrication. De sa fabrication. Donc, c'est vraiment une vision personnelle, comment gérer au mieux, finalement, ma consommation carbone. Donc, je t'avais dit, OVH, par exemple, il a décidé de se mettre dans des data centers qui sont des anciennes usines, donc de façon à ne pas investir dans un coefficient carbone positif. Donc, et là, sur ce projet, justement, vous avez travaillé aussi sur cette chaîne logistique, parce que là, vous allez bâtir des nouveaux data centers. Donc, on va bâtir des data centers. Donc, il va y avoir plusieurs impacts. D'abord, la fabrication va être locale. Donc, on va utiliser on va avoir moins de transport, puisqu'on va utiliser des bois locaux. On va bénéficier de ces lamellés collés nouveaux qui permettent de construire des immeubles. On en voit un certain nombre fleurir en France. On a vu à Issy-les-Moulineaux récemment, un en béton, un en bois, et ils font 6, et puis ça va jusqu'à 30 étages, donc c'est assez impressionnant. Donc la nouveauté, c'est lamellés collés, croisés, qui vont faire la structure, et ensuite on va avoir finalement un accès au bois local, ce qui va nous permettre de construire partout dans le monde, localement, sans avoir des déplacements de bateaux, etc. Et si on regarde un peu plus précisément sur la partie du rack, puisque finalement, on peut aller dans le building, mais on peut aller dans le rack. Sur le rack, on va s'intéresser à, en fait, changer le paradigme des racks qui sont aujourd'hui en acier. Il faut se représenter que les racks en acier des data centers représentent aujourd'hui la même production que toutes les voitures en Allemagne. Donc c'est massif. Impressionnant. C'est massif. Et de ce fait-là, si on transforme toute cette production en bois, on va avoir un impact carbone qui va être gigantesque. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un enjeu pour l'Europe, beaucoup plus important que pour les États-Unis, puisque finalement, et comme l'a dit Jean-Paul, finalement, on est dans une situation où les Européens ont plus d'innovation technologique au sein des data centers, puisque finalement, ils ont une pression au niveau du coût de l'énergie, parce que c'est le gaz, ça nous a impacté. Donc ça va créer des innovations et aussi une volonté très farouche de réduire notre consommation carbone, puisqu'on est déjà leader, mais on veut faire mieux que tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un projet open source, matériel, mais open source, ce qui veut dire que vous allez bâtir non pas juste un modèle de data center, mais un écosystème autour de ce projet. Tout à fait. Alors, je pense que l'Europe est un modèle, malheureusement, les lois ont l'air de peut-être arrêter, mais l'open source, c'était vraiment un modèle européen, c'est un modèle dans lequel on va pouvoir évoluer. Nous, on va travailler dans le projet Wooden Data Center, donc avec Karl, moi-même, sur une notion de plan, de spécification avec une certification et en fait on va aussi pouvoir faire du consulting de façon à pouvoir dire aux acteurs du marché comment faire ce genre, comment s'approprier cette technologie qui peut faire des grands data centers
des data centers, ce qu'on appelle containers, puisqu'ils vont s'adapter un petit peu plus facilement. On voit ça dans le monde de la 5G, puisqu'on va se rapprocher de l'utilisateur. Et puis aussi les racks, qui, eux, vont fleurir, notamment avec les hyperscalers. On attend la nouvelle proposition potentielle, on n'en sait rien, mais de OVH avec des wooden data centers en rack. Finalement, ils ont fait beaucoup de choses, puisqu'ils ont vraiment tiré leur avantage et créé leur barrière d'entrée par rapport à l'énergie, à OVH. Donc, ils vont sans doute s'intéresser à cette partie-là. On posera la question à Michel Paulin d'OVH Cloud. Merci beaucoup. François Toursac de Wooden Data Center. Merci Jean-Paul Smets à nouveau, PDG de Rapid Space. On termine avec notre regard sur où va le web. Alors aujourd'hui, Eva nous parle de baskets à collectionner sous forme de NFT. Nike lance sa collection de NFT, son nom Air Force One, une référence au modèle emblématique de basket Air Force One. Et oui, après les sneakers réels, place aux baskets numériques. Cette collection, elle est en fait composée de boîtes virtuelles, comme quand vous achetez une paire. Dedans, différents modèles de la paire de basket Nike Air Force One, notamment la F1 basse, un style classique remixé des centaines de fois au fil des années. Chaque boîte ou paire est vendue 19,82 $, un prix qui n'est pas dû au hasard. Là encore, les premières Air Force One ont été commercialisées par Nike il y a 41 ans, soit en 1982. Ces boîtes numériques sont mises en vente sur Point Souche, c'est la plateforme Web3 de Nike, normalement consacrée à la vente d'objets virtuels à destination des avatars, dans le métavers donc. Elle compte à ce jour plus de 300 000 membres. Seuls les inscrits, d'ailleurs, ont accès à la collection NFT. Ces dernières années, un véritable business des baskets s'est mis en place avec une communauté de collectionneurs passionnés. Les marques jouent d'ailleurs le jeu des éditions limitées et modèles rares, notamment pour faire parler d'elles. Pour vous dire, une paire portée par la légende de la NBA, Michael Jordan, a été vendue pour la somme record de 2,2 millions de dollars selon la société d'enchères Sotheby's. Alors l'engouement sera-t-il le même pour les baskets numériques? La question est posée. Et je ne vous pose pas la question, on n'a pas le temps. Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, d'être venu nous décrypter ce monde du logiciel libre et nous parler des embûches sur le chemin. Merci aussi à François Tournesac de nous parler de Wooden Data Center. C'était Smart Tech. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.